Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre série sur les contes des Mille et une nuits. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker et à commenter cette vidéo et même à la partager afin que d'autres puissent découvrir ces merveilleux contes de Scheherazade. Aladdin ou la lampe merveilleuse. Il y a bien longtemps, vivait dans un lointain royaume de la Chine la veuve d'un pauvre tailleur et son fils, nommé Aladdin. Un jour que celui-ci jouait sur une place publique, un étranger le remarqua. « Mon fils, lui dit-il, n'êtes-vous pas le fils du tailleur Mustapha ?»« Oui, répondit Aladdin, mais il est mort depuis longtemps. »« Mon petit, je suis votre oncle. Je voyage depuis de longues années. J'espérais revoir mon frère, et j'apprends qu'il est mort. Quelle douleur pour moi. » L'étranger prit Aladdin par la main, souhaitant être conduit auprès de sa mère. Il lui donna une bourse pleine d'or, la priant de se procurer de bonnes provisions. Au repas, il expliqua qu'il avait voyagé fort longtemps et énuméra tous les pays qu'il venait de visiter. Le lendemain, il prit Aladdin et le fit habiller richement. Puis, il visita la ville avec lui et l'emmena vers les magnifiques jardins qui entouraient celle-ci. Insensiblement, ils s'éloignèrent de la ville, traversèrent des campagnes et se trouvèrent enfin au pied d'une montagne élevée. « N'allons pas plus loin, » dit l'étranger. « Je vais vous faire voir ici des choses extraordinaires. Pendant que je vais allumer quelques brindilles, amassez, je vous prie, de quoi faire un grand feu. » Aladdin eut bientôt fait un grand tas de branches sèches. L'étranger y mit le feu en prononçant des paroles magiques. Une fumée épaisse s'éleva. La terre trembla un peu, s'ouvrit et fit voir une pierre avec un anneau de fer. L'étranger souleva la pierre et un escalier abrupt apparut. « Descendez cet escalier, » dit l'étranger. « Quand vous serez en bas, vous trouverez une grande salle. Traversez cette salle sans vous arrêter. Au fond, une porte vous donnera accès à un jardin. Au milieu de ce jardin, sur un socle, vous verrez une lampe allumée. Prenez la lampe et apportez-la-moi. Si les fruits du jardin vous font envie, cueillez-en autant que vous voudrez. » Il passa ensuite un anneau au doigt d'Aladdin, lui disant que cela le préserverait de tout danger. Aladdin descendit dans le caveau et, sans s'arrêter, alla prendre la lampe. Retour, il considéra le jardin et remarqua des fruits extraordinaires. Il en prit quelques-uns, croyant qu'ils étaient en verre coloré, alors que c'étaient des perles, des rubis, des diamants et des émeraudes. L'étranger l'attendait avec impatience. « Mon oncle, dit Aladdin, aidez-moi à monter, je vous prie. »« Mon fils, donnez-moi d'abord la lampe. Elle pourrait vous embarrasser. »« Elle ne m'embarrasse pas, mon oncle. Je vous la donnerai dès que je serai monté. » Tous deux s'entêtèrent si fort que l'étranger se mit dans une fureur épouvantable et prononça quelques paroles magiques. La pierre se remit d'elle-même en place et Aladdin resta enfermé dans le caveau. L'étranger était un magicien africain qui, par ses enchantements, avait découvert l'existence de la lampe, dont la possession pouvait le rendre plus puissant qu'aucun roi de la terre. Mais il ne pouvait l'enlever lui-même, et c'est pourquoi il s'était adressé à Aladdin. Voyant ses espérances anéanties, il s'en retourna en Afrique le jour même. Aladdin était enfermé dans le caveau depuis 3 jours, quand, joignant les mains pour implorer la miséricorde du ciel, il frotta sans y penser l'anneau que le magicien lui avait donné. Aussitôt, un génie effroyable apparut et dit ces mots. « Que veux-tu ? Je suis prêt à t'obéir, comme ton esclave et tous les esclaves de l'anneau. » Aladdin s'écria. « Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il se trouva hors du caveau. Il arriva avec peine chez sa mère, lui raconta ce qui lui était arrivé et demanda à manger. « Hélas, mon fils, je n'ai pas seulement un morceau de pain à te donner. »« Ma mère, donnez-moi la lampe que j'ai apportée. J'irai la vendre. »« La voilà, mon fils, mais elle est bien sale. Je vais la nettoyer, elle vaudra davantage. » Elle se mit à la frotter, mais à peine eut-elle commencé qu'un génie hideux parut et dit d'une voix terrible. « Que veux-tu ? Je suis ton esclave, et prêt à t'obéir comme tous les esclaves de la lampe. » La mère d'Aladin s'évanouit. Aladdin saisit la lampe et répondit. « J'ai faim, apporte-moi à manger. » Le génie disparut et revint chargé d'un grand bassin d'argent,
de 12 plats remplis d'excellents mets, de pain et de 2 bouteilles de vin exquis, déposa le tout sur la table et s'éclipsa. Plusieurs jours passèrent, durant lesquels Aladin et sa mère eurent souvent recours à la lampe. Un matin qu'il se promenait, Aladin entendit publier un ordre du roi d'avoir à fermer les portes de toutes les maisons, pendant que sa fille, la princesse Badroulboudour, se rendait au bain. Cette annonce donna à Aladin la curiosité de voir la princesse, et, l'ayant aperçue, il fut fortement impressionné par son extraordinaire beauté. En rentrant chez lui, il ne put cacher son trouble à sa mère et lui dit « J'ai vu la princesse Badroulboudour, je l'aime, et j'ai décidé de la faire demander en mariage. » La mère d'Aladin ne put retenir un grand éclat de rire. « Eh, mon fils, à quoi pensez-vous? Votre esprit s'égare. »« Ma mère, je n'ai pas perdu l'esprit. Je vous en prie, prenez un vase assez grand, placez-y les fruits que j'ai rapportés du jardin de la lampe, et allez vous présenter au roi. » La mère d'Aladin fit tout ce que voulait son fils. Le roi s'émerveilla devant les pierres précieuses qu'elle lui offrit, et lui dit « Allez, bonne femme, retournez chez vous, dites à votre fils que j'accepte sa proposition, et que je lui donnerai ma fille, quand il m'aura envoyé 40 bassins d'or massif, pleins de pierres précieuses, portés par 40 esclaves noirs, conduits par 40 esclaves blancs, tous habillés magnifiquement. » Aussitôt mis au courant par sa mère, Aladin appela le génie et lui exprima ce qu'il désira. Peu de temps après, le génie donna les trésors demandés. Aladin se présenta au roi avec son escorte aux acclamations de toute la ville, et les noces eurent lieu quelques jours après, au milieu de grandes réjouissances. Aladin fit construire par le génie un palais digne de la princesse son épouse. Le palais merveilleux fut terminé en une nuit. On y trouvait les bois les plus précieux et le marbre le plus fin. Au centre, sous un dôme tout en or et en argent massif, se trouvait un salon avec 24 croisées, enrichies des plus belles pierres précieuses. Les jeunes époux vécurent heureux quelques années, jusqu'au jour où le magicien, songeant à Aladin et n'ayant pas perdu l'espoir de s'emparer de la lampe merveilleuse, apprit par ses enchantements tout ce qui s'était passé. Dès le lendemain, il reprit le chemin de la Chine et arriva bientôt dans la ville d'Aladin. Il alla chez un marchand de lampes et lui acheta une 12aine de ses ustensiles. Les ayant disposés dans un panier, il prit le chemin du palais merveilleux, en criant « Qui veut échanger ses vieilles lampes contre les neuves ?» La princesse Badroulboudour l'entendit. « À propos de lampes, dit-elle à ses suivantes, il y en a une sur cette corniche. Prenez-la et faites-en l'échange. » Une des suivantes obéit et rapporta une lampe neuve contre la vieille. Le magicien quitta immédiatement la ville. Lorsqu'il fut dans la campagne, il prit la lampe, la frotta et dit au génie « Je te commande d'enlever le palais et de l'emmener en Afrique. » Le génie exécuta l'ordre aussitôt. Aladin se trouvait à la chasse. Lorsqu'il revint, quel ne fut pas son désespoir de ne plus retrouver ni son palais, ni sa femme. Le roi, son beau-père, était fou de colère et le menaça de le mettre à mort, si avant 40 jours il ne lui avait pas retrouvé sa fille. Heureusement, Aladin portait encore l'anneau du magicien. Il le frotta, et le génie apparut. « Que veux-tu » dit le génie. « Génie, transporte-moi près de la princesse, ma femme. » L'espace d'un éclair, et il se trouva en Afrique sous les fenêtres de Badroulboudour. Une suivante l'aperçut et prévint sa maîtresse, qui le reconnut et le fit monter auprès d'elle. Ils n'eurent pas de peine à s'emparer à nouveau de la merveilleuse lampe, en faisant prendre un narcotique au magicien qui la portait cachée dans ses vêtements. Le génie de la lampe eut au fait de transporter le palais, à la place qu'il occupait précédemment, et le père de Badroulboudour fut enchanté de revoir sa fille. Le magicien fut jeté, enchaîné, en pâture aux oiseaux de proie. De grandes fêtes célébrèrent le retour de la princesse et de son époux. Ils vécurent heureux. Aladin succéda à son beau-père sur le trône. Il régna sagement avec Badroulboudour durant de longues années, et ils laissèrent une postérité illustre. Le sultan Schahriar témoigna à la sultane Scheherazade, son épouse, qu'il était très satisfait des prodiges qu'il venait d'entendre de la lampe merveilleuse, et que les contes qu'elle lui faisait chaque nuit lui plaisaient énormément. Il voyait bien que la sultane les faisait adroitement succéder les uns aux autres, et il n'était pas fâché qu'elle lui donnât occasion, par ce moyen, de tenir en suspens, à son égard, l'exécution du serment qu'il avait fait de ne garder une femme qu'une nuit, et de la faire mourir le lendemain. Aussi, après avoir entendu la fin de l'histoire d'Aladin, avant Dinarzade, il éveilla lui-même la sultane,
en lui demandant si elle était à la fin de ses comptes. « À la fin de mes comptes, sire ? J'en suis bien éloignée. Le nombre en est si grand qu'il ne me serait pas possible à moi-même d'en dire le compte. Ce que je crains, sire, c'est qu'à la fin, votre majesté ne s'ennuie et ne se lasse de m'entendre. » « Ôtez-vous cette crainte de l'esprit, reprit le sultan, et voyons ce que vous avez de nouveau à me raconter. » La sultane Scheherazade, encouragée par les paroles du sultan Schahriar, commença une nouvelle histoire en ces termes. Ali Baba et les 40 voleurs. Dans une ville de Perse vivaient deux frères. L'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Leur père, en mourant, les avait laissés pauvres. Mais bientôt, l'aîné Cassim épousa la fille d'un riche commerçant. Ali Baba se fit bûcheron, épousa une femme pauvre comme lui, et continua de mener une vie de labeur et de pauvreté. Or, un jour qu'il travaillait dans la forêt, Ali Baba entendit un bruit dans le lointain. Il grimpa vivement dans un arbre, et, à peine y était-il, qu'il aperçut une troupe de cavaliers armés jusqu'aux dents qui s'avançaient de son côté. Leur mine était féroce, et il ne douta pas qu'il s'agissait de brigands de la plus détestable espèce. Quand ils furent près de l'arbre où se trouvait Ali Baba, ils mirent pied à terre. Le plus grand, qui semblait être leur chef, se plaça devant un rocher et d'une voix forte s'écria « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, le rocher s'ouvrit. Le chef fit entrer ses hommes, entra à son tour et lança d'une voix de commandement « Sésame, ferme-toi !» Et le rocher se refermit aussitôt. Ali Baba, craignant d'être surpris, se garda bien de bouger de son observatoire. Le rocher se rouvrit enfin. Les hommes sortirent. Chacun d'eux reprit son cheval. Le chef, se tournant vers l'ouverture de la caverne, dit à haute voix la formule « Sésame, ferme-toi !» Les deux moitiés du rocher se soudèrent à nouveau, et la troupe disparut dans un nuage de poussière. Alors, oubliant sa frayeur, Ali Baba voulut essayer la formule magique. « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher s'ouvrit. Dans la grotte bien éclairée, Ali Baba s'émerveilla de découvrir d'innombrables coffres garnis de riches marchandises, de bijoux et de lingots de métaux précieux. Il remplit vivement un sac de pièces d'or, en chargea toutes ses poches, et sortit de la caverne en ayant soin de faire refermer le rocher derrière lui. Arrivé chez lui, il fit à sa femme le récit de son aventure, en lui recommandant de garder le secret. Mais voulant se rendre compte de l'importance de leur fortune, sa femme eut l'idée de la mesurer. Elle alla chez sa belle-sœur, la priant de lui prêter une mesure. Sa belle-sœur était très curieuse, et voulant à tout prix savoir ce qu'il pouvait y avoir à mesurer chez Ali Baba, elle ennuyait de suivre l'intérieur de l'ustensile. L'or fut mesuré en toute diligence, et la femme d'Ali Baba rapporta la mesure, sans s'apercevoir qu'une pièce d'or s'était attachée au fond. Sa belle-sœur fut au comble de la stupéfaction en voyant la pièce oubliée dans le suif. Aussitôt, la jalousie s'empara d'elle et elle raconta tout à Cassim. Celui-ci courut aussitôt chez son frère. Ali Baba raconta tout ce qui lui était arrivé et offrit à son frère de lui faire sa part du trésor. « C'est bien ainsi que je l'entends, » dit le méchant Cassim, « mais je veux aussi savoir comment je peux entrer dans le rocher. » Ali Baba instruisit son frère de la formule magique et Cassim le quitta, résolu à s'emparer tout seul du trésor. Le lendemain, avant l'aurore, il partit pour la forêt avec 10 mulets, chargés de grands coffres. Il suivit en tout point les indications d'Ali Baba. « Sésame, ouvre-toi !» Et le rocher se fendit soudainement. Cassim entra, ce fut un éblouissement. Il emplit ses coffres, chargea ses mulets, revint vers la sortie et s'écria « Orge, ouvre-toi !» Ébloui par la fortune, il avait oublié le mot qu'il fallait dire. Il eut beau répéter « Orge, ouvre-toi !»« Avoine, ouvre-toi !»« Fève, ouvre-toi !» et tous les noms de grains qu'il connaissait, le rocher ne s'ouvrit pas. Les voleurs ne tardèrent pas à revenir, le trouvèrent là, le tuèrent et coupèrent son corps en 4 morceaux. Pour épouvanter ceux qui auraient la hardiesse de renouveler pareille entreprise, ils accrochèrent les quartiers du corps de Cassim dans la caverne et retournèrent à leur brigandage. Ayant appris la disparition de Cassim, Ali Baba gagna la forêt avec un âne. Près du rocher, il vit le sang répandu, pénétra dans la caverne et trouva les morceaux du corps de Cassim. Il les chargea sur sa monture et retourna chez lui. Il apprit à sa belle-sœur le malheur qui était arrivé.
Je t'offre, ajouta-t-il, de devenir ma seconde femme. Si tu acceptes, il faut faire en sorte que Cassim semble décéder d'une manière naturelle. » La veuve accepta. Elle avait une habile servante nommée Morgane. Celle-ci fit d'abord courir le bruit que son maître était très malade, et l'on ne fut pas étonné d'apprendre, au bout d'une semaine, que Cassim était mort. Le jour suivant, elle alla trouver un savetier très vieux, appelé Baba Mustapha. Lui donnant une pièce d'or, elle le décida à l'accompagner, après lui avoir bandé les yeux. Elle lui fit recoudre le corps de Cassim, lui donna encore 2 pièces d'or, le ramena jusqu'à l'endroit où elle lui avait bandé les yeux, ôta le mouchoir, et le laissa aller, après lui avoir recommandé le secret. On ensevelit Cassim, sans que personne ne se doutât de rien. Quelques jours après, Ali Baba épousa sa belle-sœur et l'emmena dans sa maison. Lorsque les 40 voleurs revinrent à la caverne, ils furent bien étonnés de ne pas retrouver le corps de Cassim. « Nous sommes perdus, » dit le capitaine. « Celui que nous avons tué n'était pas seul. Il faut que, sans perdre de temps, nous fassions périr l'autre. » Un des voleurs fut désigné et partit pour la ville, déguisé en derviche. Il arriva avant le jour. Seule la boutique de Mustapha le savetier était ouverte. Le derviche le salua et s'émerveilla de lui voir à son âge de si bons yeux. Mustapha flatté répondit « Par Allah, au derviche, j'ai des yeux excellents, et je puis même coudre les quartiers d'un mort au fond d'une cave sombre. »« Oh, savetier, les quartiers d'un mort, que veux-tu dire? Est-ce la coutume dans ce pays de couper les morts pour voir ce qu'il y a dedans ?» Mustapha se mit à rire. « Vous voudriez me faire parler, mais je ne vous en dirai pas davantage. » Le derviche lui donna 2 pièces d'or, disant « Oh, savetier, dis-moi où se trouve la maison où tu as cousu ce mort. Sache qu'on m'y a mené les yeux bandés. Peut-être que si l'on me bandait les yeux de nouveau, je pourrais retrouver cette maison. » Les yeux bandés, Mustapha arriva devant la maison d'Ali Baba et dit « C'est là, je m'en souviens, je reconnais cette borne. » Le voleur remercia Mustapha et reprit le chemin de la forêt. Le chef des voleurs imagina un stratagème. « Hâtez-vous d'apporter ici 40 jarres de terre cuite. Je veux qu'elles soient vides, à l'exception d'une seule qui sera pleine d'huile. » Les voleurs apportaient les jarres demandées. Le chef y fit entrer 39 de ses hommes avec leurs armes et ferma les vases de manière à faire croire qu'ils étaient pleins d'huile. Seule la dernière jarre en contenait. Le capitaine arriva à la ville après le coucher du soleil. Il alla droit à la maison d'Ali Baba et lui demanda asile pour la nuit. Ali Baba ne reconnut pas le capitaine des voleurs et, le laissant entrer avec ses chevaux, le conduisit dans sa maison. Les esclaves rangèrent les jarres au fond de la cour et s'occupèrent des chevaux. Après le repas, Morgane, n'ayant plus d'huile pour les lampes de la maison, appela un esclave, le priant d'aller en acheter. « Morgane, dit l'esclave, il y a, dans la cour, 40 jarres pleines d'huile. » Morgane prit le pot pour le remplir. Elle s'approcha de la première jarre, leva le couvercle et entendit une voix qui disait « Est-il temps ?» Sans laisser paraître sa frayeur, elle répondit « Non, pas encore, mais cela ne va pas tarder. » Dans toutes les autres jarres, la même question lui fut posée. Elle comprit alors que son maître avait introduit chez lui 39 voleurs et leur chef. Elle mit sur le feu une chaudière remplie d'eau, la fit bouillir, et elle a versé dans chaque jarre assez d'eau bouillante pour étouffer les voleurs. Elle s'habilla ensuite en danseuse, prit un poignard, et demanda à son maître la permission de danser pour distraire son visiteur. Avec beaucoup de grâce, elle exécuta plusieurs danses, et, s'étant approchée insensiblement du chef des voleurs, elle se jeta sur lui et le poignarda. Elle expliqua aussitôt comment elle avait découvert la véritable identité du dangereux visiteur. Plein de reconnaissance pour sa serveur, Ali Baba la récompensa largement et lui offrit d'entrer dans la famille en épousant son fils. Les voleurs et leurs chefs furent enterrés secrètement et leurs chevaux vendus sur un lointain marché. Ali Baba s'abstint quelque temps de retourner à la caverne, mais lorsqu'il fut assuré qu'il n'avait plus rien à craindre d'autres voleurs, il enleva peu à peu tout le trésor. Depuis, il vécut dans la félicité, honoré de toute la ville. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté et d'avoir écouté ces extraits des contes d'Émile et Émile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à commenter en nous proposant un livre que vous souhaiteriez entendre. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. À très bientôt.